Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Eh bien ça y est, nous y voilà. Le sujet n'allait pas nous échapper encore plus longtemps avec l'arrivée des robots conversationnels grand public type ChatGPT, l'IA, alias l'intelligence artificielle, déboule médiatiquement et aussi concrètement dans notre quotidien. Une nouvelle révolution est sans doute en marche. Mais qu'en penser ? Parce que le 29 mars dernier, des centaines d'experts mondiaux, parmi lesquels mon petit chouchou Elon Musk, ont alerté sur les risques d'un développement, je cite, immodéré de cette intelligence artificielle. Je cite la Tribune, un risque réel de perdre le contrôle de notre civilisation. Waouh ! Ok ? Et en même temps, du coup, je ne sais plus quoi penser, donc je me suis dit que j'allais en parler avec vous, façon émission un peu psy, vous voyez quoi. Google nous dit « Ouais, mais l'intelligence artificielle, c'est une technologie émergente, d'accord, qui évolue rapidement et fait face à des challenges complexes, d'accord. C'est pourquoi nous invitons les testeurs à la tester sans retenue. » J'adore. Comment ça s'appelle ça ? C'est pas une allitération ? Toi qui es spécialiste de rap. Une assonance, merci beaucoup. Putain, c'est incroyable. Il y a une somme de culture ici autour. Voilà, donc nous invitons les testeurs à la tester sans retenue. Donc, qu'en pensez ? Et notamment, nous, en tant que chrétiens, le sujet, quand il est arrivé dans votre boîte aux lettres, on laissera la parole en dernier à Alexandre, qui va faire la confession aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a fait ? Bah moi, ça me fait le même plaisir que quand tu fais un sujet sur l'astronomie. C'est mes sujets favoris, alors j'aime bien. Mais ça, c'est un message, parce que pour l'instant, on n'a jamais fait de sujet sur l'astronomie. Si, c'est vrai ? on a fait dans il y a quelques saisons, oui. Ok, d'accord. Oui. Waouh. Bon, d'accord. Donc le même effet, donc c'est positif. Oui, je pense, oui, c'est un sujet intéressant, et passionnant, et effrayant. Et effrayant aussi. Oui, aussi, quand même, oui. Ok. Alban, qui est notre renfort du jour. Il commence à être habitué des... Voilà, c'est notre joker de luxe. Ouais, c'est le joker de luxe, sur le banc de touche. Non, content de traiter ce sujet. C'est une nouvelle technologie qui, pour une fois, paraît ultra accessible et au quotidien autour de nous. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui l'utilisent. Donc ça change un petit peu d'habitude. Et ouais, content de le traiter, tout simplement. Ok, d'accord. Eh bien, c'est parti tout de suite pour la confession avec Alexandre Jingle. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Alors moi de mon côté, j'utilise l'intelligence artificielle depuis le début d'année. Donc Philippe, tu parlais de ChatGPT, donc je parle vraiment de ChatGPT puisque l'intelligence artificielle, moi je l'utilise depuis peut-être plus longtemps. Avant, on appelait moins les choses peut-être sous ce nom-là, mais bon, pour moi, il y en a déjà dans notre quotidien depuis un moment. Tout à fait. Ne serait-ce que la traduction. Enfin, moi, Google Traduction, au départ, il y a déjà longtemps, mais ça a déjà pour moi un peu changé mon quotidien. Donc, pour me recentrer sur ChatGPT, les dernières nouveautés du début d'année, au départ, j'étais surtout fasciné par cette nouveauté. Ce que j'imaginais depuis plusieurs années était enfin disponible pour tous. Je l'utilisais presque comme un jeu. Bah oui, au début, on pose des questions, puis on voit que ça répond bien. Puis je sais pas si vous voyez à la caméra le regard d'Alexandre, on dirait un gamin avec son jouet là, mais vraiment. Au début, c'était ça. Et puis j'étais ce gars, comme tu disais, qui en parle à tout le monde. Mais t'as vu ça ? Tu connais pas ? Puis j'étais tout content de le montrer. Puis bon, après les médias s'en sont chargés. Et donc rapidement, je me suis mis à l'utiliser pour presque tout, mes courriers pro, des emails compliqués, et puis même pour trouver l'inspiration. Aurais-je osé l'utiliser pour préparer une émission éclairage ? Certainement. J'en dirai pas plus. Tout ce qu'il dit jusqu'à présent ne provient pas d'Alexandre. Non, pas aujourd'hui, mais même pour d'autres émissions, des fois, pour trouver l'inspiration. Faut tous que je les remate pour voilà, voir. c'est ça. Je te laisserai la curiosité, Philippe, de te mater des... David, je sais depuis longtemps que c'est un robot. Par contre, toi, je découvre là. Non, mais voilà. J'avoue que je ne me suis pas spécialement posé la question des côtés négatifs que pourra apporter l'IA. Je l'ai simplement utilisé dans mon quotidien comme un outil qui m'aide à être plus efficace. Pour l'instant, cela ne m'a jamais fait peur, même si c'est vrai que l'ampleur que cela prend dans les médias commence à me faire réfléchir. J'ai l'impression que beaucoup de monde surfe sur cette nouvelle technologie et que dans cette course, il y a peut-être un risque que certains veuillent aller trop vite ou trop loin, puisque c'est de plus en plus monétisé, beaucoup de startups s'y mettent et c'est vrai qu'on sent une vraie accélération et c'est là où effectivement j'ai mis un doute. D'un autre côté, je me dis que notre quotidien sera sûrement bientôt impacté par l'IA. Je n'ai pas envie de me sentir dépassé, donc je préfère l'utiliser, m'y intéresser pour mieux la comprendre. En tant que chrétien, j'ai déjà posé plusieurs questions sur la foi à ChatGPT et à chaque fois,
les réponses m'ont semblé profondes et très justes. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que c'est assez intéressant. Mais qui c'est que tu fréquentes, toi? Non, mais en fait, c'était sur la grâce, notamment. Qu'est-ce que la grâce, des choses comme ça. Et c'était très. En tout cas, de mon point de vue, bibliquement fiable, quoi. Ok, yes. Le fait que la communication avec l'IA se fasse par écrit me rassure, mais je pense que je serais beaucoup plus troublé si cette technologie était intégrée à un robot humanoïde. Parce que s'il y a des avancées aussi de ce côté-là, j'avoue que là, ce serait peut-être un peu plus flippant. En tant que photographe, les algorithmes de génération d'images et de photos me semblent un outil de créativité assez puissant, même si c'est assez aussi controversé. Et pour terminer, je pense que nous ne pouvons pas lutter contre cette nouvelle technologie, que nous allons devoir vivre avec. Donc autant tout de suite commencer à apprendre à l'utiliser, l'appréhender ou l'encadrer. Voilà pour ma confession. Ok, très bien, merci beaucoup. Alors déjà, premier enseignement, moi qui m'a fait du bien en préparant cette émission, ne pas confondre ChatGPT avec l'intelligence artificielle, on est d'accord? C'est exactement un des points Tout à fait. qu'on mentionne. Comment ça part? C'est-à-dire que la ChatGPT est une déclinaison de l'intelligence artificielle, mais que celle-ci est déjà depuis de nombreuses années, je te cite Alexandre, dans notre quotidien. Et ChatGPT, c'est un robot conversationnel, si je ne me trompe pas, ok? Et donc, il utilise l'intelligence artificielle, mais attention... Pour générer du texte. Voilà, pour générer du texte à la base d'une question, mais ce n'est pas la seule forme, bien sûr, d'intelligence artificielle, même si c'est celle-ci qui est sans doute médiatiquement la plus en vogue actuellement. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, déjà? Tout à fait. Pour notre audience. Est-ce qu'on peut peut-être déjà citer quelques éléments avant de laisser l'effet et contexte à David sur les autres formes d'intelligence artificielle, qu'en fait, à côté desquelles on passe à côté sans plus s'en rendre compte, mais qui existent déjà depuis quelques temps dans notre quotidien? Siri, par exemple. Siri, et l'équivalent Google, Alexa, je crois. Il y a OK Google OK Google. Et Ok. Alexa, c'est Amazon. Alexa, c'est Amazon. Merci beaucoup. J'étais Donc chez ça, mon c'est- neveu et j'avais Alexa dans toute la maison. En Allemagne, il y avait 6 Alexa dans la maison. J'adorais. Parce qu'en fait, dans ces petits composants, il y a plusieurs couches d'intelligence artificielle. Il y a une qui est de reconnaître des mots, quelle que soit la voix. Ça a été une nouveauté qu'on n'a pas connue tout de suite. Au début, il fallait entraîner sur une voix donnée la reconnaissance. Maintenant, ça se fait. Et après, il y a aussi la génération des paroles qui se fait. Et aussi, ce qu'on a souvent, c'est la correction du texte quand on écrit des mots. Si on n'avait pas des petits systèmes d'intelligence artificielle, en fait, on enverrait ça serait très difficile d'écrire Ok. tout le temps avec nos pouces parce que tout serait bourré de fautes. Et là, maintenant, on commence à écrire des textes qui sont grammaticalement justes. Je note qu'il écrit avec le pouce David. J'y crois pas une seconde parce que David est de la génération, à mon avis, vous savez, où il est comme moi. Il fait ça. Moi, je sais taper sur du il fait QWERTY et de genre. l'AZERTY. Ça, c'est mon fils qui fait ça, là. Voilà, mais. Pardon, j'en sais rien, en fait. Ok, d'autres choses sur les formes d'intelligence artificielle? Non, c'est bon. Ok, David, du coup, justement, avec tes pouces. Oui. Alors, vous savez ce qui est en train de se passer, là, sur ma tablette? Je crois que j'ai dit quelque chose et j'ai Siri qui réagit. Voilà. Ouais, Là, t'as dit Siri. en ce moment, c'est T'as incroyable. dit Siri. Mais tais-toi, Siri, là. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est incroyable, Ouais, c'est bizarre. Punaise. Bah, Bon, on peut désolé. lui hein. apporter un micro. Allez, tu nous éclaires un petit peu, Oui. s'il te plaît. Alors, donc, je précise que ce texte n'a pas été écrit par ChatGPT. La preuve, c'est écrit à la main. Tu vois, c'est comme ça, j'ai pris toutes les Il précautions. s'est tapé la recopie. Non, Manuscrite. j'écris directement. Le Donc, pauvre. l'IA, qu'est-ce que c'est? Ce sont des programmes qui sont destinés à accomplir des tâches complexes qui sont généralement dévolues à l'humain. Voilà, c'est à peu près la définition générale. Donc, ce concept, il a émergé dans les années 50, théorisé par Alan Turing, celui qui a décodé les codes secrets allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui ensuite a été un peu poussé au suicide à cause de son homosexualité. Il a conçu le test de Turing. Alors, ce test de Turing, c'était, dans sa théorisation, l'idée que dans une conversation, est-ce qu'on peut distinguer si on parle à une machine ou si on parle à un humain? Voilà, c'était un petit peu son test. Et ChatGPT est un petit peu dans cette mouvance. Des fois, je trouve qu'il est trop intelligent pour qu'on puisse soupçonner que c'est un humain presque. C'est presque ça. Voilà, et donc ça fait, je trouve, un peu penser à l'interrogatoire des robots dans le film Blade Runner, où on essaye de trouver les questions, pas seulement de questions de culture générale, mais de quelque chose qui donne l'indice que c'est un humain qu'on a en face de soi. C'est assez subtil. Alors, dans les années 60, il y a eu de grands espoirs qui sont nés, avec le développement des microprocesseurs, des puissances de calcul. Et dès les années 70, on a eu ce qu'on appelait les premiers réseaux de neurones, qui ont été conçus et qui permettaient à un ordinateur de classifier en fait des informations, par exemple des images, pour pouvoir dire c'est ceci ou c'est cela.
Voilà, donc il y a un système d'essais-erreurs qui a abouti, par exemple, on s'en souvient, de programmer, d'arriver à reconnaître sur une enveloppe d'une lettre les chiffres des codes postaux. Voilà. Pendant un moment, on arrivait à faire que ça. C'est-à-dire que c'était quand même assez limité, mais on avait des grands espoirs. À tel point que des auteurs de SF comme Asimov avaient énoncé 3 lois de la robotique pour essayer justement de garantir que la machine restait soumise à l'humain quoi qu'il arrive. Donc l'apprentissage, c'est un jeu d'essai-erreur, c'est donc un jeu supervisé où on envoie des données, on lui dit on voit s'il donne la bonne réponse et on lui dit que c'est pas la bonne réponse et à ce moment-là il modifie son paramétrage pour essayer de s'adapter la prochaine fois à une prochaine entrée. Mais cette effervescence s'est essoufflée dans les années 80-90, parce qu'en fait, on est arrivé à un mur, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à rentrer dans une certaine complexité, on n'arrivait pas à dépasser des capacités limitées de reconnaissance, et on est entré dans ce qu'on appelle l'hiver de l'IA, c'est-à-dire une période un peu de sommeil. Et c'est d'ailleurs à cette époque que moi j'ai fait ma thèse d'informatique en intelligence artificielle. Ah ouais. Et on se heurtait à la complexité des algorithmes, c'est-à-dire que le temps devenait exponentiel dès qu'on devait traiter un problème qui avait trop de paramètres. Et donc, ça devenait inefficace. Et cet âge sombre de l'IA a duré jusqu'aux années 2000, avec 2 avancées majeures dans ces années-là. C'est déjà l'apprentissage profond à partir de grandes quantités d'informations, mais de très grandes quantités d'informations, grâce à la mise en réseau et Internet, qui a permis effectivement facilement de récolter des données et de les soumettre à un programme. Et il y a aussi des avancées théoriques très importantes dans les réseaux de neurones qui ont permis d'ingurgiter efficacement toutes ces données-là et de créer des réseaux de neurones avec de nombreuses couches sans que les temps de calcul explosent et que la fiabilité des résultats s'efface. Et ça a permis donc d'aboutir en 2023 à la sortie pour le grand public de ChatGPT, donc une version en ligne d'un programme permettant de produire du texte à partir d'une question ou d'une truc. Et donc, quel est le texte le plus probable qu'il faudrait sortir pour une question donnée ? Il y a d'autres programmes donc, qui permettent sur ce même principe de générer des images ou du son à partir d'une demande de départ. Alors ces choses-là sortent les textes ou les produits qui sont les plus probables, mais pas forcément les plus vrais. Il n'y a pas forcément de certitude que ce que l'on sort est vrai factuellement. On peut trouver plein d'exemples où ChatGPT donne des informations qu'il croit justes, enfin ou qui lui semblent justes, mais qui sont complètement fausses. Voilà. Mais c'est si impressionnant, si puissant, si utile qu'on se demande comment, si on est loin de ce qu'on appelle l'IA forte, c'est-à-dire capable de surpasser l'humain dans la plupart des tâches complexes. Mmh. Et la crainte, donc, c'est d'atteindre ce qu'on appelle la singularité technologique, qui serait quand les IA elles-mêmes seraient en mesure d'améliorer les IA. À ce moment-là, on arriverait dans une accélération très rapide et incontrôlable de leur capacité et donc de leur suprématie. C'est-à-dire qu'elles deviendraient à un moment donné meilleure et plus rapide en tout ce que ferait l'homme. Et à ce moment-là, on aurait une sorte de décrochage civilisationnel, puisque finalement, l'humain serait porté par les progrès que l'intelligence artificielle ferait plutôt que par ses propres progrès. Voilà. Et donc, c'est pour cela qu'en mars, donc cette lettre ouverte que tu as mentionnée, d'une institution qui s'appelle Future of Life, qui est un peu destinée à alerter sur les dangers possibles de l'intelligence artificielle, a demandé ce moratoire. Alors, le moratoire porte sur le fait de ne plus entraîner un programme plus puissant que ChatGPT. Donc, ça n'est pas d'arrêter toutes les recherches, mais de ne pas maintenant constituer un nouveau ChatGPT version 5 et 6 ou 7. Et donc, cet appel a été signé par Elon Musk et Steve Wozniak, un des créateurs d'Apple. Et c'est amusant de se souvenir quand même que Elon Musk a été un des financiers premiers de OpenIA, qui a été celui qui a sorti ChatGPT. Mais dès le départ, en fait, c'est quelqu'un qui a créé OpenIA justement dans l'idée qu'il fallait contrôler l'IA, parce qu'elle pouvait représenter un danger mortel pour l'humanité. Voilà, on en est là. Mortel. Oui, tu as dit mortel. Ouais, ok, d'accord. Pour la civilisation humaine. Sympa, hein, cette émission. Erreur système, erreur système. Voilà, on arrive à aujourd'hui. Oui, on arrive à aujourd'hui, très bien. Alors attention, les questions vont s'enfiler. Hein. J'en ai prévu 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est parti. Première question. Très concrètement, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, Alexandre. Quel usage personnel
les uns et les autres, nous faisons aujourd'hui de l'intelligence artificielle? 0, un peu, là-dessus, rien du tout? Alban? 0 pour moi, personnellement, dans 0. mon quotidien. Ok. Alexandre, tu disais que Ouais, moi beaucoup. mail... Ouais, dès que je dois vraiment me casser un peu la tête pour un truc tordu, je me dis. Non, mais c'est vrai, hein, mais parce que, enfin, tu vois, typiquement, il y a des mails très conventionnels, je sais pas moi, une rupture de bail. Enfin, Ah, c'est un oui. truc, tu vois, Ok, oui. limite, Ok. avant, ce que je faisais, c'est que je prenais un modèle tout fait sur Internet Ouais, bah oui. et je mettais mon nom, mon adresse, Ouais. je changeais 2-3 phrases. Ouais, bon exemple. Et là, je dis à ChatGPT, voilà, je rends mon logement à telle date, j'habite à telle adresse, rédige mon courrier de résignation de bail, et puis il me sort un truc super bien écrit. Ok. Et voilà. Donc, des courriers comme ça, classiques, ou c'est du copier-coller amélioré, là, c'est top. Après, oui, si c'est des vœux, des choses un peu sincères avec le cœur, bon, voilà, on va éviter, on va dire. Mais un peu tenter quand même. Camille, je te recommande de checker les dernières communications de ton homme. Hein. Voilà, juste scanne-moi tout ça parce que, à mon avis, ça craint. Voilà, David, un usage personnel concret. Alors, l'IA au quotidien, avec le téléphone, avec ce que j'ai dit, c'est-à-dire les améliorations de reconnaissance vocale et tout ça. Mais ChatGPT, je résiste. Ok. Ouais, C'est un acte volontaire, un petit peu, intentionnel. ça m'ennuie un petit peu. Et je Ok. trouve que l'exemple que donne Alexandre est marquant, c'est que le modèle qu'il a été validé par un humain et on sait que juridiquement, il te couvre surtout. ChatGPT, tu n'as aucune certitude que ce qu'il va te sortir est juridiquement ce qui te protège correctement. Ça a peut-être une bonne gueule, mais c'est pas forcément toutes les clauses qu'il est nécessaire de mettre, puisque lui va piocher dans différentes choses. Donc je pense que là, c'est un petit peu le piège, c'est qu'effectivement, on fait très confiance et on relie pas. Peut-être que sur la formulation, il serait utile, mais il serait quand même utile de comparer avec la norme. Oui, Et là, il y a un effet d'emballement qui fait que, effectivement, je pense, parce qu'on a un peu une méconnaissance aussi de comment fonctionne ChatGPT, qui fait que on peut lui faire confiance, bluffé qu'on est par la qualité de sa C'est une des raisons syntaxe. pour lesquelles tu résistes. Question. Je sais pas, parce que je sais pas, c'est un peu un effet de mode Et puis aussi, il y a un autre Ok, aspect. ouais, Il y a un autre t'es pas aspect. mainstream. Quoi. Mais je vais vous dire, il y a un autre aspect aussi, c'est que à chaque question, ça occasionne une quantité de calcul et d'énergie dépensée qui est assez faramineuse. Déjà pour l'entraîner, mais aussi pour sobriété poser la question. énergétique déjà. Oui, Ok. déjà, d'une C'est certaine du façon, gaspillage. pour chercher quelque chose, Google, quand on pose une question, c'est indexé. Je sais que c'est beaucoup plus moins coûteux en énergie que de poser une question à ChatGPT. Ok, Alban, Du coup, moi, en soi, c'est 0. Mais après, j'avoue qu'il y a beaucoup d'amis qui, comme tu Alexandre, disais qu'il y a beaucoup d'amis, ouais. qui l'utilisent pour tout ce qui est remerciement de fin de stage, CV, lettre de motivation ou juste même dissertation, par exemple, s'il y a des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'avoue que si j'étais dans ce cas-là, je l'utiliserais aussi, je pense. Et moi, mon usage personnel pour l'instant, c'est 0. Pourtant, je pourrais beaucoup en faire, puisque le site internet qui sert aussi de plateforme marketing tout en un, donc emailing, CRM, page de vente, etc. Donc la plateforme que j'utilise, Kajabi pour faire de publicité, n'arrête pas de m'inciter sur l'ensemble de mes actes marketing communication à utiliser l'intelligence artificielle directement depuis la plateforme. Donc encore hier, j'ai mis en ligne une nouvelle page de vente pour un stage couple. Je n'ai pas utilisé ChatGPT. Pourtant, la plateforme me motive à écrire ta page de vente avec ChatGPT. Et alors, quelqu'un m'a dit, je dis ça à un étudiant, il m'a dit, mais c'est génial, il le crée à ta place. Le truc qu'il fallait pas dire avec Philippe Schwab, parce que justement, je dis, justement, j'adore créer. C'est un peu con, hein, voilà. Donc mes pages de vente, mes mails, voilà. Donc pour l'instant, moi, je pense que je résiste aussi. Si j'ai eu un usage récent, par curiosité, toujours sur la plateforme, j'ai écrit écris-moi un programme de formation sur le feedback négatif. Hein, ce que les anglo-saxons appellent le crucial conversation. Voilà. Et le programme était l'ossature, le squelette, le plan. Voilà. Partie 1, définition. Partie 2, c'est quoi. Partie 3, méthode. Partie 4, les inconvénients. Partie 5, la mise en pratique. Un truc comme ça. C'était exactement ce que j'aurais pu pondre moi-même après quelques heures de recherche dans ma tête ou sur Internet. Voilà. Mais je n'ai pas appliqué cette ossature-là. Voilà pour ma première question. Deuxième question. Vous avez parlé d'un moratoire. Tu l'as rappelé à l'instant, donc cette tribune de faire une pause, entre guillemets. Ma question est très simple. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre opinion sur cette demande de moratoire? N'importe quoi, c'est hypocrite, je suis d'accord, mais non, c'est trop tard, la machine emballée. Donc sur ce moratoire, votre opinion personnelle? J'y crois pas, personnellement. T'y crois pas, c'est-à-dire que tu crois pas que ça a marché? Ouais, ça tu va crois pas pas que marcher. c'est... C'est sincère de leur part, et pour une fois que les gens se posent la question, entre guillemets, avant que ça se déballe et que ça s'enchaîne, l'idée est bien. Généralement, on se pose des questions après, une fois que c'est lancé et qu'on remarque les erreurs. Là, c'est bien, on se les pose avant.
Mais je pense qu'au vu de l'emballement que ça prend au grand public, de l'utilité que ça a au quotidien et de toutes les ambitions que ça peut entraîner, je pense que même par rapport à la course à l'argent, les gens vont pas s'arrêter comme ça en fait. Ok, donc Je ils suis aboient d'accord. là, mais en l'occurrence, ça va pas mordre. Ok, David, sur ton opinion sur le moratoire, puis ensuite Alors, mon Alexandre. opinion, c'est qu'en fait, par exemple, sur les questions de manipulation génétique, en fait, on avait l'impression qu'un moratoire ou que des règles éthiques ne seraient inefficaces parce qu'elles ne seraient pas suivies. Et finalement, ça empêche peut-être pas certains dans leur coin de faire des expériences un peu particulières de clonage humain, tout ça, mais quand même, en gros, l'humanité quand même ne s'est pas lancée là-dedans. Et il y a quand même un frein qui s'est fait quand même un peu naturellement. Et même si ça n'empêche pas tout, il est possible quand même que si on établit des règles, quand même, elles soient en gros respectées et permettent quand même de rentrer dans quelque chose un fonctionnement un peu éthique. Donc j'y crois un petit peu, mais je pense que c'est pas facile de savoir ce qu'on doit permettre et ce qu'on doit interdire. Moi, il y a deux aspects. C'est d'une part qu'on puisse expliquer les sources le mode de raisonnement qui amène à faire cette proposition, pour que ce soit aussi la méthode qui soit partagée par le programme et pas simplement le résultat ou la préconisation. Parce que ce le plus dangereux, en fait, c'est l'effet boîte noire, c'est-à-dire qu'on pose une question, en fait, tout le savoir qui a permis de produire la réponse, on ne le sait pas, et on est obligé de faire confiance à ce qu'il nous dit, sans vraiment savoir, est-ce qu'il a pris le modèle de lettre de bail, de fin de bail, à tel endroit ou à tel endroit, parce que normalement, il y a quand même des sources de départ. Donc l'explication d'un algorithme, elle est super importante, la transparence. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de travaux à faire, parce que c'est pas évident. Sinon, on perd le contrôle en fait, justement. À partir du moment où on n'a plus l'information, c'est là où on perd le contrôle, selon moi, si on n'arrive pas à comprendre la méthode, etc. Ouais, c'est ça. Et on peut pas critiquer le résultat. On peut pas dire ce résultat, mais il est invalide parce que en fait, il y a une faille dans le raisonnement. Il y a une émission sur Arte, les 28 minutes que j'ai écouté, un des spécialistes qui était assez réticent disait que son principal objection, c'était une connaissance non sourcée. En vrai, c'est pas la connaissance, quoi. Voilà. Mais elle est sourcée dans une version ChatGPT, je crois. Bon, on va passer qu'on a en ligne. Ton opinion sur le moratoire, 4, Alexandre? La version 4. La version 4. Oui, moi, le moratoire, effectivement, je pense que si les spécialistes et tous les grands qui travaillent dessus disent qu'il en faut un, voilà, moi, en simple consommateur, entre guillemets, j'ai pas ce recul nécessaire. Donc, effectivement, je serais plutôt pour, entre guillemets, suivre leur avis. Je me sens pas du tout limité avec l'utilisation que j'en fais actuellement. Enfin, je trouve que c'est déjà ultra puissant ce qu'on a là. Donc, déjà aller plus loin dans 2 mois, 3 mois. Enfin, voilà, moi, je crois qu'ils parlent de 6 mois, hein, c'est ça. Donc 6 mois, ça me paraît court. Ils auraient dit, bon, on stoppe pendant 6 ans. Ou, voilà, j'aurais dit, bon... Oui, mais au bout de 6 mois, on peut y voir plus clair pour décider si on va plus loin. Donc je trouve que 6 mois, pour réfléchir, ça me paraît très peu, surtout si ça doit durer des dizaines, centaines d'années. Ok. donc moi, je suis plutôt pour. Moi, ça m'a un petit peu surpris, aussi en partie parce qu'effectivement, Elon Musk est en partie fondateur ou cofondateur de OpenIA. J'ai vu aussi que le mec Sam Altman, je crois, de ChatGPT, disait qu'il était un petit peu peur de sa création. Mais moi, alors, j'y crois pas du tout. Le seul mérite que je trouve à ce moratoire, c'est faire un peu un signal d'alerte et peut-être encourager notamment les autorités à avoir justement une autorité de régulation. D'ailleurs, c'est ce qu'ils appellent de leur vœu. Ils disent que les règles ne devraient pas être... devrait être dévolu à des entités démocratiques élues. Donc je pense le signal d'alerte, mais sinon j'y crois pas du tout, et je crois, Allemand, pour moi tu l'as cité, à cause de la course à l'argent. Oui, pour moi c'est ça. Il y a une course commerciale de malade en ce moment. Clair, Tu rigoles, ceux qui font un peu les chochottes, on dit encore chochottes en 2023, je sais plus, ils sont un peu timorés, qui sont un peu, voilà, ils se font dépasser, donc ils ont le cœur pur, mais ils sont tout seuls derrière dans le bac à sable, quoi. Hein. Donc, pour d'autres technologies, ça s'est déjà passé comme ça. Donc moi je pense qu'il y a une course de malade sur le plan commercial, quoi. Donc, je pense que les pays ou les zones économiques qui ne sont pas dedans, là, elles vont s'en mordre les doigts. Quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, l'intérêt économique aussi, c'est aussi que ces IA qui apportent un réel truc puissent rentrer dans des services publics, puissent rentrer dans ça. Et si, à un moment donné, il y a des règles qui sont définies et que ces programmes-là ne l'ont pas prévu, à un moment donné, elles pourront être interdites. Elles pourront être interdites. C'est-à-dire, si ces IA sont complètement opaques, mal contrôlées, tout ça, elles vont faire peur et elles vont occasionner un rejet. Donc, d'une certaine façon, je pense qu'aussi, il y a un intérêt économique à ne pas provoquer un rejet global. À noter à propos de rejet que je crois qu'il y a quelques jours, l'Italie vient d'interdire ChatGPT.
D'accord. Oui. L'Italie, là. Oui, Pourquoi Alors, le prétexte, c'est non-respect des De la- règles RGPD. Vous savez, la collecte des Vie données privée. Oui, privées, hein. exactement. Voilà. Donc là, Exactement, c'est ça en très fait partie. concret. Donc, tu parlais d'interdire. L'Italie, ça y est, vient de prendre la décision d'interdire ChatGPT sur son Il territoire. peut y avoir des réactions. En tout cas, de limiter sacrément son usage. Il peut y avoir des réactions violentes. Alors après, c'est vrai qu'il y a déjà 150 millions d'utilisateurs. J'entends que énormément de gens 150 l'utilisent pour des 000, choses 001. quand même très intimes finalement, qui est d'écrire une lettre de remerciement et faire des choses comme ça. Donc effectivement, il y a une question de vie privée, mais je pense qu'il y a aussi une question de relations intimes qu'on a avec ce genre d'outils. Je pense que ça ne va pas forcément être évident de revenir en arrière. Mais quand même, il peut y avoir à un moment donné une réaction de rejet si on se rend compte que ça provoque un bouleversement civilisationnel. Ok, donc ça risque de s'autoréguler aussi. Alban, c'est bon. Question numéro 3. Non, c'est bon, ouais. Question numéro 3. Juste Philippe, un petit ajout, c'est qu'il y a aussi toute la partie open source qui se développe beaucoup parce que effectivement. Tu peux juste préciser pour la partie de notre donc audience. tous les logiciels libres, voilà, où le code va être ouvert Voilà, à tous. donc le code est Voilà, libre. merci. Voilà, C'est donc, ouvert, ouais. Super. et donc tout le monde peut voir. Et donc effectivement, il y a OpenAI avec ChatGPT où là, on ne sait pas trop ce qui se passe derrière, mais l'intelligence artificielle avance aussi sur du développement ouvert à tous. Et là, on va arrêter personne puisque n'importe qui peut depuis chez lui développer aussi maintenant des algorithmes qui sont ouverts. Alors peut-être moins puissants aujourd'hui, mais qui vont s'accélérer avec la communauté. Quoi. Ouais, parce que le cœur de la Finalement, richesse, c'est pas tant l'algorithme qui C'est ça. finalement est assez facile à partager que la quantité de données disponibles qu'il faut pour l'entraîner. Et ça demande des moyens importants. Et justement, petite aparté, un de mes amis m'a parlé de quelqu'un qui a partagé ça sur Internet. Il a créé une intelligence artificielle qui lui permet, il fait des podcasts, d'avoir une régie faite sans humain derrière. Donc c'est l'intelligence artificielle qui s'occupe de tout. Gérer les caméras, passer la bande son, le jingle au bon moment. Et donc ça, il l'a partagé à tout le monde. Donc tout le monde peut utiliser maintenant sa propre régie, entre guillemets, qu'il a créée. T'as des drôles d'amis, toi. Hein, Effectivement, ouais. Alors j'en connais pas mal, je confirme. Spéciale dédicace à toi, Hugo, si jamais tu nous écoutes. Question numéro 3. Qu'est-ce que vous pensez de la technologie en elle-même ? Alors, ChatGPT, encore une fois, je rappelle, c'est une déclinaison. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de ces programmes informatiques qui sont capables de résoudre des problèmes de plus en plus complexes à la place ou éventuellement demain mieux que l'humain ? Je reprends ta définition de tout à l'heure. Indépendamment de ces dangers, qui est la question qui suit. Ok, juste de la techno, voilà, c'est un gadget, ça vous plaît, ça vous excite. Si j'enlève le côté, je la rends neutre, d'accord ? Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait d'un point de vue technologique ? Ok, Alors, David, alors. Alors moi qui suis pourtant Parce que un là, peu... vous m'avez pas trop chauffé tous les deux. Hein. Alors moi qui suis quand C'est même quoi ta question ? moi qui suis pourtant un peu versé quand même dans Ben le ouais, sujet. complètement. Eh Il ben, en a fait sa thèse sur... J'ai été surpris quand même. C'est-à-dire que je pense qu'on est tous surpris par le gain en qualité et en capacité qu'apporte ce ChatGPT, par exemple. Et ça s'est fait en très peu de temps. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui ont travaillé dans l'IA il y a 10-15 ans, en fait, ont du mal à croire Ouais, que donc ça on soit est passé déjà de fait. l'hiver, de l'hiver au de printemps l'IA bourgeonnant, au là, oui. printemps bourgeonnant. Oui. Mais Ok. déjà, ça m'avait fait cet effet-là quand tout d'un coup, on était capable de dicter à un téléphone sans avoir entraîné la voix, Ouais. avec des conditions sonores très mauvaises, avec de la musique qui court, on arrive à lui parler quand même, il arrive à entendre et tout ça. Tout ça, c'est fait de façon très surprenante parce que en fait, les algorithmes sont entraînés. Et c'est cet entraînement-là qui fait que finalement, c'est comme si on avait des centaines de milliers d'années d'évolution qui se compressaient dans quelques heures ou jours ou mois d'entraînement de ces programmes-là. Et ils sont capables d'être très très efficaces. Et c'est vraiment bluffant. Ton opinion sur la technologie, tout à l'heure tu disais je l'utilise pas. Est-ce que je dois y voir, est-ce que nous devons y comprendre une certaine réticence chez toi ou un non-intérêt ou une indifférence ? Non, je pense pas. C'est Ok. juste que j'ai pas forcément l'occasion actuellement de le faire. Néanmoins, en termes de technologie, j'avoue que ça risque d'être quand même super utile pour tout ce qui est paperasse et choses un petit peu barbantes à faire. Ouais, donc. Donc je pense que voilà, rupture de bail, ça va pas encore arriver, ce genre de choses, mais dès que ça va m'arriver, je vais directement l'utiliser. Et je pense que ça va simplifier ma vie à plein d'égards. Je sais que si j'étais encore à l'école, je sais que j'utiliserais beaucoup. Si à l'époque où j'étais en études encore, j'aurais eu ça, j'aurais utilisé tous les jours, clairement. Donc actuellement non, mais à l'avenir certainement pour certaines tâches. Ok. Et ben moi, la réaction, c'était magique, quoi. Et même Je encore, savais, tu sais que j'ai gardé ce sujet en partie pour toi, Alexandre. hein. Ah oui, non, mais Il était sous mon coude ouais. depuis quelques semaines déjà et tac. ouais, moi c'était vraiment, mais en fait, ce qui est troublant, c'est qu'on pose une question et puis c'est l'instantanéité de la réponse.
Enfin, avant, il fallait chercher des heures sur Google. Enfin, et là, c'est tac, quoi. Et ça me l'avait fait à l'époque avec Google Lens. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé cette application. Avec son téléphone, on prend en photo On peut quelque laisser chose. une photo, oui. Et puis, il va nous dire ce que c'est, ou il va nous traduire le texte instantanément. Ouais. Et Google Lens, et à l'époque, ça m'avait fait ça aussi avec Google Lens. Alors, on n'appelait pas ça une intelligence artificielle, même si c'en était une. Et voilà. Et donc là, ces derniers temps, et puis, alors, j'ai testé aussi l'application où on écrit un texte et ça le transforme en image, qui est aussi d'Open IA, et qui alors là, c'est aussi complètement troublant. On peut écrire tout et n'importe quoi, ça transforme. Et donc, pour moi, c'est magique, quoi. On peut assembler les deux, en plus, c'est ça qui est un peu... Ouais, il a assemblé les deux. Mais il y a une chose que je me suis dite récemment, c'est que, en fait, on se dit toujours, bon, là, ok, cette IA, elle fait des choses, mais finalement, on est loin quand même de l'intelligence, d'une vraie intelligence, parce que c'est très automatisé et tout ça. Mais finalement, ça m'a fait une réflexion qui me hante, en fait, depuis plusieurs jours, c'est finalement, nous, quand on parle, on ne pense pas à tous les mots qu'on va dire. C'est-à-dire que, de cette façon, on a une certaine pensée qui est là. On a mais notre cerveau est fan des automatismes. Non, mais on a des prédispositions de ce qu'on va dire et de nos opinions qui sont déjà prêtes. Et quand on nous pose une question, en fait, ça active automatiquement une réponse sans qu'on réfléchisse à ce qu'on dit. Ce que je veux dire, c'est que d'une certaine façon, on répond à ce qui serait le plus probable qu'on réponde. J'ai peur de la chute, là. Mais en fait, ça veut dire que c'est très difficile. Je suis une IA. C'est-à-dire que c'est très difficile de... Non, ça veut dire que l'IA n'a pas besoin d'être intelligente et de comprendre ce qu'elle dit pour dire des choses. Parce que nous, quand on parle, on n'a pas une analyse qui, automatiquement, qui syntaxiquement, sémantiquement, construit toute une réponse avant de la faire. On commence à parler et les choses se suivent. Et en fait, c'est d'une certaine façon ce que fait ChatGPT de façon statistique en allant dire le mot suivant le plus probable après, c'est de dire ça là. Et voilà. Et donc les choses s'enchaînent comme ça. Et dans notre esprit, ça se fait comme ça. Tu veux dire que l'intelligence artificielle singe, entre guillemets, ou clone notre propre manière de fonctionner, sauf avec la puissance décuplée, quoi. Oui, c'est-à-dire, en fait, la question de l'intelligence artificielle, c'est de se dire, est-ce qu'il y a besoin d'une conscience de soi pour être capable de réfléchir à des choses. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément beaucoup de ça. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'au quotidien, on n'est pas sans arrêt dans l'introspection profonde pour interagir, pour parler, pour produire du sens et tout ça. Les choses sortent de nous parce qu'il y a des processus internes qui fait que le plus probable maintenant, face à cette réaction, c'est de redire la même chose que j'ai dit la veille ou de m'adapter un petit peu. Mais enfin, c'est assez troublant, ça, en fait. Okay, alors moi, ce qui m'intéresse dans la technologie, pour répondre à ma propre question, dès lors que la technologie crée à ma place, je déteste et je ne vais pas l'utiliser. Voilà. Donc, vous pouvez continuer à aller sur mon site, voir nos emails, ils sont garantis faits. Mes cours aussi, les cours, c'est du Schwab Philippe, voilà. En revanche, pour toute la productivité, éventuellement, ou Siri, ou Alexa, il faudrait me le présenter d'ailleurs. Ah non, c'est Amazon. Ça m'intéresse pas mal. Question numéro 4, quels sont les dangers qui sont actuellement pointés ? Puisqu'il y a des tribunes alarmistes, des dangers pour la civilisation. Est-ce qu'on peut déjà lister les 2 ou 3 dangers qui reviennent régulièrement sur les plateaux, Alban ? Destruction d'emplois. Alors, destruction d'emplois, Désinformation. La désinformation, il y a eu quelques exemples récemment sur le web avec le pape, avec une doudoune d'un haut couturier. Macron, alors lui, il est complètement... voilà, donc effectivement, la désinformation... donc distinguer le vrai du faux, concrètement, y compris au niveau des images. Il y avait beaucoup de débats chez les journalistes, ça. D'autres dangers moi, je pense l'appauvrissement intellectuel. L'appauvrissement intellectuel, là, je ne l'avais pas noté, celle-là. C'est-à-dire que en fait, notre esprit n'ait plus besoin de faire beaucoup d'efforts, même pour produire des choses. On avait déjà créatives. dit ça pour TikTok, par exemple, je crois. Ouais. Et moi, je lisais un article il n'y a pas longtemps qui disait que l'homme de Néandertal, on pense qu'il avait une boîte crânienne plus grande que la nôtre. Et que c'était possible, c'est des hypothèses toujours, mais c'était possible que ce soit parce qu'en fait, il avait beaucoup plus de choses à gérer en permanence, comme savoir-faire, d'être capable d'allumer du feu, de cueillir, de reconnaître les plantes, de savoir chasser, de défendre, de courir, voilà, et que tout ça mobilisait beaucoup plus sa tête que ce que nous avons besoin. Et c'est vrai qu'on peut réfléchir, en fait, quand est-ce que vraiment on se presse le citron. De combien de fois on a fait finalement c'est bizarre, c'est qu'on est quand même beaucoup plus poussé à des tâches répétitives qui ne sont pas très exigeantes en savoir-faire
et qui sont là. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui explique et ce qui fait Ok. le lien avec Je suis content que tu... la relation au travail, qui est où on a l'impression que notre relation au travail Il y a est plus l'apprentissage. pénible qu'avant, Ouais, ok. alors qu'on travaille moins qu'avant, mais peut-être qu'on a une qualité du travail qui est moins satisfaisante. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, David, dans le sens où, à force de déléguer, en fait, à l'IA, à d'autres, à ouais. des machines, on perd en compétences, je pense. Alors, un exemple vraiment très simple et très sommaire, mais si on passe notre temps, du coup, à créer des CV via l'IA pour envoyer ou faire de l'aide de motivation, bah, au fur et à mesure, plus personne ne saura vraiment le faire tout seul, en fait. Alors, c'est un petit exemple, mais dans l'idée, plus on délègue à la machine, moins on apprend à le faire nous-mêmes, moins on a de patience aussi pour faire les choses. Et je pense que l'humain, il va perdre en fait en compétences et en savoir-faire au fur et à mesure à cause de ça. Génial, j'adore. En tout cas, moi, si j'étais l'audience, c'est-à-dire vous qui nous écoutez, qui nous regardez, là, je noterais effectivement Je cliquerai sur appauvrissement, j'aime. effort, et je cliquerai sur j'aime. Alors, Le fait alors de moi, déléguer. je suis un tout petit peu plus nuancé. L'exemple concret que j'ai, c'est le Question correcteur. suivante. Oui, non, dorénavant, il y a de la censure dans cette émission. Non, mais tu vois, le correcteur orthographique. C'est un Alexandre. truc, aujourd'hui, je pense qu'on utilise tous, enfin, le téléphone, l'ordinateur, on nous dit attention, là, t'as fait une faute. Ouais. Et moi, je pense avoir appris, à force que l'ordinateur me dise, mais là, t'as oublié le S, ou là, tu as mis le mauvais accent sur ton E. Ben, en fait, je pense qu'à force qu'ils me le disent, au bout d'un moment, j'ai appris. Alors que si j'avais toujours écrit mes textes sur une feuille à la main, j'aurais peut-être fait toujours la même faute pendant des années. Donc, je suis un tout petit peu plus nuancé. Et le fait Ok. aussi de voir des modèles sortir, en fait, à un moment, on sait aussi, et je pense qu'on est aussi capable de relire et de lire les textes. Tu vois, tu disais tout à l'heure, il faut que juridiquement ce soit viable. On a toujours la possibilité d'aller vérifier l'info. Donc je pense Ouais. que, effectivement, même si je suis d'accord avec vous, il y a un appauvrissement intellectuel qui peut avoir lieu. Ouais. Je pense que ça peut aussi être un enrichissement dans Je certains pense que tu es cas. un peu une exception. En tout cas, moi, dans Non, mais il a mon raison. expérience, le niveau de rédaction, où on est censé tous pouvoir avoir des outils, lire et écrire, de ce que je perçois, hein, puisque vous savez que je suis quasiment enseignant à mi-temps, c'est la chute inexorable, hein, libre. Hein. Ne serait-ce qu'entre le « et » et le « er », Oui. c'est mort. Hein. Donc je sais pas, apparemment ça n'a pas l'air de marcher pour tout le monde. Hein. C'est le côté, tiens, j'apprends du fait que quelqu'un m'a corrigé à ma place. Moi je me suis noté aussi, et je pense que c'est le plus grand danger que moi j'y vois, c'est le fait de sortir du cadre. C'est-à-dire que l'IA, je crois que tu l'as cité aussi tout à l'heure, qui commencerait à s'améliorer elle-même. ouais. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment sortir du cadre. Donc sortir du cadre, on a tous Terminator peut-être en tête, je sais pas, j'imagine. Ouais. Voilà, par exemple. Alban, je voudrais réagir. Non, oui, je suis d'accord. Sortir du cadre. Clairement. Mais de toute façon, la singularité technologique, c'est vraiment un emballement, et on sort du cadre, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui peut se produire avec. Après, c'est vraiment, et c'est un peu la même question que pour le changement climatique, c'est qu'à partir d'une certaine température, on ne sait pas ce qui peut se passer. On est vraiment dans une incertitude du pire ou du moins pire. Et dans l'IA, c'est pareil. À un moment donné, il y a un emballement qui fait qu'on est incapable de calculer qu'est-ce qui peut se produire. Ok, question numéro suivante, question numéro 5 pour ceux qui suivent. Il y en a certains, ils sont malins, ils sont notés. Il avait annoncé 6 questions, on est à la 4, maintenant on est à la 5, génial, il en reste une, tac, tac, tac. Quelle réaction faudrait-il avoir? Est-ce que vous êtes d'accord avec, du coup... alors, on a dit, ça serait bien qu'il y ait les sources. 2, éventuellement d'autorité de régulation. Certains envisagent aussi une fiscalité, j'ai vu ça dans un des articles. Ah, ça fait... non mais t'as le droit de ricaner, hein, on est là pour ça. Non, mais j'ai La soufflé dans le fiscalité. micro. Oui, mais t'as soufflé façon ricanement. Ah ouais, sarcastique. La taxe, c'est ça t'a fait ricaner? Oui. Ouais. C'était dans un des articles pour préparer l'émission. Ils envisageaient que, par rapport aux destructions d'emplois, dès lors qu'une industrie, par exemple, ou un supermarché remplace les hôtes de caisse et les hôtesses de caisse par des procédés recourant à l'intelligence artificielle, eh bien, ils aient une taxe pour dire, voilà, on voit bien que vous rentriez dans le train en marche, mais vous passez à la caisse, quoi. Voilà. Ouais, l'exemple, c'était parce que du coup, les caissières cotisaient pas pour la sécurité sociale, par exemple, et du coup, on taxait les machines pour remettre cet argent-là dans le circuit économique, en fait. Ok, ouais. Et pour payer aussi les formations des caissières, justement, pour qu'elles passent à un autre emploi aussi. Ou caissier. Caissier. T'as remarqué, Caissier, vous avez caissière, remarqué que je fais un effectivement. effort monstrueux, et c'est aussi parce que c'est moi qui fais les courses, et je sais qu'il y a de plus en plus d'hôtes de caisse. Effectivement. Voilà. Ok. Donc, redis ta question, c'était Sinon, quoi? ouais, non, en fait, Et d'ailleurs, ça me fait penser à un sujet moi qu'on n'a aussi je pas soupire, parlé. là, du coup, tu ricanes, je soupire, Alexandre. ChatGPT a une formule payante. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé. Donc Ah, ça ouais. pourrait devenir aussi élitiste dans le temps
Si c'est pour sûr. avoir accès à une haute intelligence artificielle, il faut avoir les moyens de se la payer, Ok. ben, ça peut aussi permettre que les très riches évoluent ou aient accès à un savoir. Ah, c'est comme les applications, les logiciels, on a toujours une version un peu Voilà. gratuite, Bah là, qui c'est est un peu exactement bridée, ça. la Dropbox à 5 gigas, machin. Ouais, et oui. si tu veux payer, Tu Bah, vas en- être limité c'est sur ça. le nombre de questions que tu pourras Mais poser c'est déjà par le mois cas. et, Ça, et c'est sur la déjà taille le des cas, textes. ok. Ouais, entre le début d'année où je l'utilisais, où ça venait de sortir en version Mm. bêta et ça répondait super vite et super bien, bah maintenant ça met plus longtemps à répondre parce que sinon il faut payer quoi. Ok. Et donc ouais, non, ils ont déjà monétisé ça. Ok. Question numéro 6. Un chrétien, par rapport à ce type de sujet, est-ce qu'il a des sources d'inspiration, des garde-fous, des réactions, des principes bibliques? On a 6 minutes pour traiter ça, Alban. Pour moi, c'est un peu comme d'habitude, hein, avec les nouvelles technologies. On a déjà parlé avec le métavers également. Ah oui, c'est vrai. C'est l'homme qui cherche à une toute-puissance en fait, de par ses créations et non pas de manière verticale par la spiritualité. Et justement, je pense que c'est là où il se perd totalement, dans le sens où le créateur, l'homme, par rapport aux machines, donc du coup, devient puissant grâce à ses créations. Sauf avec l'intelligence artificielle, du coup, j'ai peur qu'il perde cette puissance, puisqu'il va perdre un petit peu le contrôle de sa puissance, je pense. Et je pense que voilà, il cherche encore une fois à s'améliorer dans son monde à lui qui veut se créer, et au lieu de chercher des réponses simplement autre part. Donc pour moi, c'est un exemple encore une fois classique de l'homme et de comment il réagit par rapport à son monde et à ce qu'il a envie de devenir. Ok. Par rapport au sujet d'aujourd'hui et la Bible, tu trouves des inspirations, des Ouais, ouais. guidelines, En fait, effectivement, des lignes directrices, pardon. Dans un monde effectivement Alexandre. sans IA, je pense qu'on pourrait, les chrétiens, complètement... Enfin, entre guillemets, aujourd'hui, j'imagine mal un monde où les chrétiens pourraient dire bah non, les chrétiens n'utilisent pas l'intelligence artificielle. Enfin, je me vois pas complètement m'exclure de ça en tant que chrétien, même si effectivement, je pense que, comme tu dis, de base, l'homme n'a pas besoin de ça pour vivre, mais on va être dans une société où on n'aura pas le choix. Et je trouve qu'il y a l'application de la Bible sur téléphone qui s'y est mis un petit peu, tranquillement, mais en fait, je trouve que c'est vachement bien fait. Ok. En gros, on va lancer une petite session de lecture de prière quotidienne. Ok. Et ils vont dire de quoi avez-vous besoin aujourd'hui, de prière, de machin, de remerciements, de trucs. Et en fait, on va faire un choix. Et il va dire il y a un exemple de prière. Non, mais enfin, c'est pour vous dire ça va loin aussi pour amener ça à la foi. Mais alors, je l'ai testé. Je l'utilise pas quotidiennement, mais j'ai eu la curiosité de le tester. Et en fait, j'ai trouvé qu'au final, ça pouvait me guider dans ma réflexion, de me dire ah ben oui, j'avais pas pensé où ça va mettre un verset biblique automatiquement. Donc c'est une forme d'IA. Et puis ça va proposer derrière une prière liée à ce verset. Donc pour moi, c'est de l'IA liée à la Bible. Et je trouve que c'est intéressant. Ça peut peut-être nous aider aussi dans un monde ultra connecté avec les outils de nos jours à méditer la Bible. David, le sujet du jour avec le principe biblique où en fait ça n'a rien à voir. Oui, rien... à moi la réflexion que j'avais par rapport à ça, c'était de dire que en fait l'IA est un outil supplémentaire dans l'outillage technologique de l'humanité, qui est parti du bâton, de la roue à tout ça, jusqu'à maintenant ces techniques encore plus évoluées. Et en fait, ça nous rend très dépendants en fait de ces outils-là et ça complexifie en fait notre société. Et c'est pour ça que ça me fait penser un petit peu à cette tour de Babel qui est un petit peu l'emblème de l'orgueil humain pour essayer de rattraper Dieu. Et je trouve épisode de l'Ancien Testament. Ouais, et où en fait, tous les peuples s'unissent pour construire une tour qui monterait jusqu'au ciel. Et je trouve qu'il y a deux choses là-dedans. C'est d'une part cette ambition comme ça d'essayer d'atteindre les sommets et de se comparer à Dieu, mais il y a quand même cette notion que pour cela, en fait, on est obligé de créer des couches de complexité qui rendent en fait notre édifice fragile. Et là, on est dans une société qui est quand même... Nous sommes très fragiles parce que nous sommes devenus très dépendants de plein de choses. Si maintenant on nous enlève tout ça et qu'on nous met dans une forêt, on a peut-être une espérance de vie qui va quand même beaucoup diminuer. Peut-être pas Alban, parce que lui, maintenant, il va être maxi entraîné pour ça. Mais... Oui, non, Alban nous survivrait, je pense. Enfin, désolé, Alexandre. Mais c'est pas si sûr. Je vois son entraînement actuel. C'est pas si sûr, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir une résistance physique, il faut avoir aussi des savoir-faire et tout ça, pour savoir quoi manger. Voilà, tout ça fait qu'en fait, nous sommes... Et moi, pour moi, la réflexion que j'ai par rapport à ça, c'est qu'en tant que chrétien, je l'ai dit plusieurs fois, nous sommes très, très bien installés dans ce monde.
très très bien installés dans ce monde. Et finalement, notre différence, on la marque sur la marge, sur une marge très fine par rapport à une conformité quand même très large par rapport à nos dépendances, à notre consommation énergétique, à notre consommation d'outils et tout ça, où là, finalement, on est très agnostique quand même sur ça. Et ça, c'est pour moi un avertissement. Alors, bien sûr, la Bible nous ramène à une époque de l'Antiquité où vraiment la technologie était beaucoup plus faible. Donc, on a quelque chose de très authentique aussi dans la relation entre les gens. Mais on voit bien que déjà dans une ville comme Jérusalem, qui commençait à devenir une ville importante, il y avait du commerce qui s'installait, même jusque dans la cour du temple, et qu'on voyait déjà de quelle façon, en fait, tout ça était le ferment d'une société une civilisation qui allait croître en technologie et qui allait croître en faiblesse. Alors moi, je me suis noté par rapport au principe biblique, je pense qu'à chaque fois, je pense que je représente un peu l'équilibre de la Bible, c'est qu'il y a à la fois une admiration sur le génie humain, et ça, je pense que c'est biblique. Je pense que voilà, Dieu a créé l'homme à son image, et donc j'adore ce côté progrès. Voilà, en tant que chrétien, j'applaudis, je dis voilà, l'être humain, il est vachement fort. Et en même temps, et là je te rejoins, Alban, je pense que la quête de l'être humain, de progresser, de se sauver par lui-même, etc., le conduit dans le mur. Et là, il y a un verset que j'adore, dans Romains 1, 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Vous trouverez ça dans l'épître aux Romains. Donc voilà, moi, ça, c'est vraiment je trouve que c'est vraiment vrai. Et alors, par rapport au côté toute puissance aussi, je m'étais noté, et ça, je pense que c'est ma crainte mûre en tant que chrétien, c'est le transhumanisme. C'est-à-dire, à un moment donné, l'association, à travers par exemple des implants, l'association de l'intelligence artificielle et de mon corps physique charnel. Voilà, donc c'est pas le sujet du jour, je sais qu'on l'a déjà évoqué dans d'autres sujets, mais moi, cette tentation de porter l'humanité vers un nouvel Eldorado, peut-être voire même vers l'immortalité. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser, il y a une expression dans la Bible, utilisée par Paul notamment, sur l'homme nouveau. Les chrétiens, vous connaissez ça, l'homme nouveau, l'ancien homme, le vieil homme, et de le remplacer par l'homme nouveau. Vous trouvez ça dans Colossiens 9-10, dans Éphésiens 4, 22, etc. Et il dit, il y a l'ancien homme et il y a le nouvel homme. Et j'ai l'impression que, enfin, c'est pas l'impression, mais le message de la Bible sur le nouvel homme est radicalement différent de l'humanité sans Dieu, qui essaie aussi, lui, de créer, à mon avis, un nouvel homme avec un grand H, quoi. Voilà, cette parole philosophique. Peut-être que le nouvel homme, c'est celui qui doit s'affranchir justement de cette technologie. Je sais pas, en tout cas dans la Bible, le nouvel homme, c'est celui qui est relié à son créateur avec un grand C pour le coup. Voilà. Ouais. Autre chose, terminé sur principe biblique, tu avais noté d'autres trucs, parce que Alban, je vois que tu es venu avec une note... Oui, mais non, c'est bon, j'ai dit ce que j'avais j'avais la totale. Un petit mot pour conclure. C'est bon, David ? Nickel. Moi je réfléchis, je travaille beaucoup sur cette question de low-tech, d'une société beaucoup plus simple. Et je suis de plus en plus convaincu que c'est aussi ça qui nous mettra dans des conditions de nous reconnecter à la nature et au divin. C'est de savoir renoncer sciemment et volontairement à la complexité de notre société, tout en gardant le génie humain là où il peut être. Ok. Quelque chose encore à rajouter, Alexandre ? Ouais, non, bon je suis assez d'accord avec David là-dessus. C'est vrai. C'est un sujet qui revient régulièrement dans les propos de David, effectivement, sur d'autres thématiques aussi. Alban ? Ouais, non, juste je suis d'accord aussi par rapport au fait qu'il faudra s'adapter en tous les cas et vivre avec, mais qu'effectivement, lorsqu'on arrive vraiment à renoncer à l'avancée, entre guillemets, et à se contenter de moins, c'est là où on aura fait un grand pas, je pense. Ouais. Bon, en tout cas, moi, peut-être pour conclure, moi j'adore cette tension entre à la fois on y va, de toute façon on n'a pas le choix, j'adore qu'on progresse, j'adore le progrès, et en même temps une humilité, en tout cas celle que je vis, liée à ma foi chrétienne, l'humilité de considérer qu'avec tout ça, je suis qu'un être humain et qui a besoin de transcendance. Voilà, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une prochaine émission, peut-être pas avec tout à fait la même équipe. Allez, bye.